Bienvenue à l'Omnium financier 2016. Avant de débuter, pouvez-vous confirmer que vous êtes bien l'équipe Boucra? Oui. Je vous rappelle que vous avez un maximum de 20 minutes pour vous présenter, suivi d'une période de questions de 5 minutes. J'afficherai le temps restant à l'aide de carton indicateur à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes sur mes doigts. Je partirai le chronomètre lorsque vous commencerez. Je vais débuter comme tel. J'aurais peut-être un petit commentaire. Pouvez-vous faire en sorte que chacun d'entre nous voit? Ok, merci. Bonjour Madame Pelletier, bonjour Jeanne. On tenait d'abord à vous offrir nos plus sincères condoléances et on vous remercie de nous avoir confié ce mandat-là aujourd'hui. Donc, je vous présente d'abord les membres de mon équipe, composée de Amine, Fatima et moi-même Pascal. Donc, aujourd'hui, on va parler d'abord de la succession de M. Pelletier. Donc, on va regarder la distribution des biens autant pour vous, Madame Pelletier, que pour vous, Jeanne. Et on va regarder aussi votre planification personnelle, Jeanne, quant à notamment l'argent que vous voulez donner pour les études de votre fille. Puis, on va regarder aussi l'entreprise que votre mari détenait à 30 %. Donc, construit tout. On va regarder notamment l'offre d'achat de Serge. Et aussi, on a quelques ajustements fiscaux à vous recommander. Parfait. J'aimerais vous parler maintenant des déclarations d'impôts qu'il faudra produire suite au décès de M. Pelletier. Il y en a deux minimum. La troisième est facultative, mais on vous conseille de la faire. On va vous expliquer pourquoi tantôt. La première, c'est la déclaration de 2015. Donc, monsieur est mort début janvier 2016, fait que la déclaration d'impôt 2015 n'a pas encore été faite. Fait que vous avez 6 mois pour la faire. Donc, dernier délai, 14 juillet 2016. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle une déclaration finale. C'est la déclaration qu'on produit quand une personne décède. Elle a un certain nombre de spécificités, on va revenir là-dessus, mais vous aurez à peu près 1 an et 3 mois pour la faire, cette déclaration-là. La troisième qu'on appelle déclaration distincte, on n'a pas pu mettre une date précise là-dessus, mais en tout cas c'est la plus tardive de 1 an après le décès de monsieur, ou bien 90 jours après la réception de l'avis de cotisation de la déclaration finale. Maintenant, si vous voulez bien, on va parler de la déclaration d'impôt de 2015. C'est somme toute une déclaration d'impôt classique, comme monsieur en faisait avant. Il va y avoir son revenu de salaire là-dedans, il va y avoir son revenu de location, donc le chalet en Floride, il lui génère des revenus d'intérêt pour un revenu, excusez-moi, imposable, non pas net, à 120 000 $. On a estimé l'impôt à payer pour le pourcentage du taux d'imposition à 25 %. Donc 25% sur 120 000 $, ça donne 36 000 $. Donc maintenant, on va passer à la déclaration finale dont je vous ai parlé tantôt de 2016. En règle générale, il y a une disposition réputée des biens de monsieur à la juste valeur marchande. Cependant, il y a des exceptions. Il y a des exceptions si le testament prévoit un legs conjoint, donc à vous, madame. Ça, il y aura un choix à faire. Soit vous le faites à la JVM, ou bien automatiquement, ça se fait au cours. Donc maintenant, on va passer à la prochaine diapo. Donc j'aimerais bien qu'on aille point par point, c'est quand même assez important. Donc la première partie du tableau, c'est des revenus. On appelle ça des revenus courus. Donc le fisc nous oblige à déclarer les 15 premiers jours de 2016. Fait que 15 jours sur le salaire de monsieur, ça fait à peu près 3 900 $. 15 jours sur le revenu de placement, donc c'est les intérêts courus, ça fait à peu près 123 000 $. Puis on a également ajouté par la même méthode le revenu de location. J'ai sauté en fait l'argent ne prend pas de valeur, donc à la disposition il se passe rien en fait. Qu'est-ce qui se passe avec les obligations? Les obligations, ça va partir à vous, Jeanne, donc vous n'aurez pas le choix, il faut le disposer à la JVM, et puis vu qu'il n'a pas pris de valeur encore une fois, donc c'est zéro, il ne se passe rien dans ce cas-là. La résidence principale, elle a également pris de la valeur, on a décidé de la prendre, d'effectuer ce choix pour vous, Martine, à la JVM, parce que vous bénéficiez d'une exemption. Donc, c'était quelque chose à prendre. Donc, finalement, vous aurez un gain en capital de 0. En fait, monsieur aurait un gain en capital en 0. Deuxièmement, le chalet, qu'est-ce qui va se passer au chalet? Le chalet a été légué à Jeanne, à vous, Jeanne. Donc, on est obligé de faire cette transaction-là à la JVM, ce qui donne un gain en capital de 200 000 $, un gain en capital imposable de 100 000 $. Donc, le véhicule, c'est un cas un petit peu particulier. On ne peut pas déclarer de perte en capital dans un véhicule parce qu'il s'agit d'un bien à usage personnel. Fait que là aussi, donc, il y a une perte de valeur, mais malheureusement, vous ne pouvez pas déclarer de perte en capital. Qu'est-ce qui se passe avec les actions privilégiées? Eh bien, on va les rouler, donc on va les faire au coût, et puis ça va faire aucun impact fiscal pour monsieur.
actions ordinaires de pellicule, là, on a décidé aussi de les faire à la JVM. Donc, on va effectuer ce choix-là afin de bénéficier de la DGC. Donc, Fatima va vous revenir tantôt sur ce calcul-là, mais il est de 40 000 $. Excusez-moi. Le terrain, alors qu'est-ce qui se passe avec le terrain? On va aussi le rouler au coût, ça veut dire qu'il va générer zéro impact fiscal. Donc, ce qui nous fait, c'est qu'on prend la colonne numéro 4 et 5, on prend ces deux totals-là, on va enlever une DGC de 40 000 $, ça donne un revenu imposable d'à peu près 203 000 $. 203 000 $ multiplié par 25%, encore une fois, c'est l'impôt fédéral qu'on a. Exactement. Ça va faire à peu près 50 000 $. Maintenant, je vous ai parlé tantôt de la déclaration distincte, en fait, de quoi il s'agit. Dans le fond, vous pouvez déclarer certains revenus, qu'on appelle des droits et biens, dans cette déclaration fiscale-là, puis ça vous permet de bénéficier des taux d'imposition progressifs, puis de certains crédits d'impôt. Fait qu'on va définitivement utiliser ce choix-là. Donc, le dividende que vous avez, qui a été déclaré à monsieur, qui n'a pas été encaissé par monsieur, on pourra le mettre dans cette déclaration-là. Donc, dividende qu'on va majorer à 1,38, ça donne à peu près 6 400 $. Il n'y aura aucun impôt à payer puisqu'il s'agit d'un revenu vraiment faible, fait que la déclaration distincte, monsieur n'aurait à payer rien du tout sur ça. Donc, si on fait un petit résumé, l'impôt à payer de 2015, excusez-moi, en fait, les montants sont switchés. En fait, c'est 36 000 au début, 50 000 ensuite. Frais funéraires, c'est 25 000 $. Monsieur a des cartes de crédit à payer de 1 250 $, donc le total des dettes de monsieur, c'est à peu près 113 000 $. Okay? L'assurance vie que monsieur a reçue, qui en passant n'est pas imposable, elle est non imposable, elle couvre seulement 100 000 $. Donc il y aura un petit 13 195 qui n'est pas couverte. Fatima va vous expliquer tantôt comment on va couvrir ce 13 000 $. Regardons maintenant la distribution des biens qu'on va vous donner à vous, Madame Petit. Donc, premièrement, nous savons que votre conjoint possédait 30% des actions de pellicule limitée. Donc, en fait, vous avez mentionné que vous vouliez vendre ces actions-là, donc ça va être racheté par l'entreprise. À ce moment-là, il y aurait un dividende réputé qui serait engendré, ce qui ferait une imposition à 100%. Nous, ce qu'on vous proposerait, ce serait de faire une vente d'actions à 1 tiers. On sait que dans la convention entre actionnaires, il n'y avait aucun critère à ce moment-là, donc il n'y a rien qui vous empêcherait d'aller chercher, d'aller sur le marché, d'aller chercher, essayer de vendre vos actions. À ce moment-là, vous allez pouvoir bénéficier de la déduction pour gain en capital. En fait, on a supposé que vous ne l'aviez jamais utilisé, donc ce serait un grand avantage pour vous. Puisqu'en ce moment, le produit de disposition est à 125 000 $ et vous aviez acquis ces actions-là au prix de 45 000 $, ce qui générait un gain en capital imposable de 40 000 $. Et on avait calculé la déduction pour gain en capital, ce qui réduirait le gain en capital imposable à 0. On va regarder maintenant les critères de comment on a calculé cette déduction-là. Premièrement, pour avoir accès à la déduction pour gain en capital, il faut que les actions soient des actions admissibles de petites entreprises. Donc, pour la compagnie pellicule limitée, il y a 3 critères à respecter. Premièrement, ça doit être une société exploitant une petite entreprise, donc une société privée sous contrôle canadien, et aussi elle doit 90% de la juste valeur du marchand des actifs doit être exploitée activement au moment de la vente. Ensuite, la détention du particulier doit détenir les actions 24 mois avant la vente, et aussi il y a une petite erreur, mais en fait, oui, c'est ça, 50% de l'entreprise doit être pure au moment 24 mois avant la vente de l'entreprise. Ça vous donne droit à la déduction pour gain en capital. Comment on l'a calculé? Il y a 3 plafonds à ce moment-là. Il y a premièrement le plafond de la partie inutilisée. Comme j'ai mentionné plus tôt, on a supposé que vous n'aviez jamais utilisé cette déduction pour gain en capital, ce qui vous mettrait le plafond à 813 600. Ensuite, le deuxième plafond, c'est le plafond annuel des gains en capital. Donc, le gain en capital imposable qu'on a réalisé sur la vente des actions, qui serait à 40 000 $, moins les pertes en capital net, il n'y en avait pas à ce moment-là, et moins la perte déductible de petites entreprises, il n'y en avait pas non plus. Ce qui fait que la déduction pour gain en capital se chiffre à 40 000 $. Ensuite, il y avait la vente de la Mercedes, comme mon collègue l'avait mentionné, elle a été transférée à vous, Madame Pelletier. C'est un bien qui est considéré comme un bien à usage personnel, donc on n'aura pas le droit d'avoir déclaré de perte en capital dessus. On sait que vous voulez en disposer de cette auto-là parce que vous en avez déjà une, donc le prix de disposition serait de 35 000 $ et aucune perte serait réalisée. Pour ce qui est la vente du terrain boisé,
On savait que vous possédiez ce terrain-là depuis quelque temps, puis vous ne saviez pas pourquoi votre conjointe ne s'en était pas départie depuis quelque temps. On pensait qu'il y a un certain débat qui devait être soulevé, considérant qu'on ne savait pas si c'était du revenu d'entreprise ou du gain en capital. On ne savait pas pour quelle raison votre mari avait acheté ce terrain boisé, et on sait que vous voulez vous en disposer maintenant. C'est une des façons qu'on va aller chercher le 13 000 de différence d'impôts à payer, quoi qui nous manquait. On voulait regarder donc l'intention d'achat, donc au moment de l'achat que votre conjoint a fait, le nombre de temps que le terrain a été détenu, et donc on aurait besoin de certains détails. Si vous allez procéder à la vente à 37 000 $, elle serait en dessous de la juste valeur marchande. En ce moment, la juste valeur marchande du terrain, elle se chiffre à 45 000 $. Donc vous allez transiger en dessous de la juste valeur marchande. On voulait vous mentionner que l'offre d'achat que vous avez reçue, on ne sait pas si vous l'avez reçue d'une personne liée. Donc, il faudrait faire attention à ce moment-là. Et aussi, il n'y aurait pas de perte possible sur ce terrain-là, puisque vous allez transiger en dessous de la juste valeur marchande. Pour ce qui est du REER que vous allez recevoir, Mme Pelletier, en fait, on va l'inclure dans votre REER à vous sans aucun impact fiscal. C'est une des possibilités qu'on a lorsqu'on a un conjoint et qu'il y a un décès. Donc, vous n'allez pas avoir à payer d'impôts dessus et vous allez pouvoir augmenter votre REER. Pour ce qui est de la résidence principale, vous avez dit que vous voulez la garder, vous ne voulez pas la vendre, donc il n'y aura aucun impact à ce moment-là et vous allez pouvoir bénéficier de l'exonération dans le futur si vous voulez vous départir de la maison. Donc, vous allez avoir un revenu brut de 31 200 $, le revenu que vous aviez de votre salaire, et on a estimé l'impôt à payer à 15 %, donc un impôt à payer de 4 700 $. Regardons maintenant les biens qui vont vous revenir à vous, Jeanne. Donc, en fait, il y a 3 biens qui vont vous revenir. D'abord, il y a le REER. Donc, on parlait qu'il y aurait un tiers du REER qui vous reviendrait. Celui-ci a été calculé après impôt, donc l'imposition a été calculée dans la déclaration de M. Pelletier. Après impôt, vous obtiendrez alors 75 000 $ dans vos poches qui n'aura pas à être inclus dans votre revenu, étant donné que l'impôt a déjà été payé sur ce montant-là. Il y a aussi le chalet en Floride qui va vous revenir. Ce que vous devez savoir, c'est que vos revenus de location vont être à la fois imposés au Canada et aux États-Unis. Par contre, au Canada, vous allez aussi avoir droit à un crédit d'impôt pour les revenus gagnés à l'étranger, donc il va vous faire diminuer l'impôt à payer. Et aussi, il y a des obligations d'épargne du Québec qui vont vous revenir. Donc, dans ce cas-là, c'est des intérêts futurs que vous allez faire, que vous allez devoir inclure dans votre déclaration, ce qui va faire que vous allez avoir probablement un revenu imposable plus élevé en 2016. Donc, pour l'année à venir, donc en 2016, évidemment, il y a votre salaire. Si on pense que le salaire serait le même que l'année dernière, donc un 36 000 $, à ça, on devra par contre ajouter des revenus locatifs de 22 000 $, ainsi que les revenus d'intérêt sur les obligations, soit environ 3 000 $. Regardons maintenant votre planification personnelle, étant donné que vous nous avez fait part de peut-être constituer une fiducie pour votre fille Camille. Donc, je vous laisse la parole à vous. Parfait. En fait, vous nous avez parlé d'une structure que vous voulez faire, les revenus de location de votre chalet en Floride, vous voulez mettre dans la fiducie. Puis vous voulez savoir c'était quoi les implications fiscales par rapport à ça, quelles étaient les conséquences et tout ça. Il y a définitivement un impact lors du transfert à la fiducie de ce bien-là. Donc, ça peut générer du gain en capital minimalement. Deuxièmement, le taux d'imposition, il faut savoir que pour ce type de fiducie-là, le taux d'imposition il est vraiment maximal. Ça veut dire à peu près, on s'approche de 50%. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Deuxièmement, une fiducie, ça prend une gestion, ça veut dire qu'il y a une déclaration d'impôt à faire. Il y aura peut-être des acomptes provisionnels à faire à chaque mois ou bien à chaque période donnée. Donc, c'est des points que vous devez prendre en considération. Mais le point le plus important, c'est la règle d'attribution. Alors, ça veut dire quoi, cette règle d'attribution-là? C'est que vous voulez donner ce revenu-là de location à votre fille via une fiducie. Malheureusement, ça ne peut pas marcher comme ça parce que votre fille est une personne mineure et puis les revenus, finalement, vont vous être imposés entre vos mains à vous, Jeanne. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on vous recommanderait. Par contre, ce qu'on vous recommande, c'est d'investir dans ce qu'on appelle le régime enregistré d'épargne d'études. Alors, c'est quoi ce régime-là? D'abord, il y a des subventions qu'on reçoit du fédéral et du gouvernement du Québec également, donc qui sont à hauteur de 500 $ maximum. Donc, si vous cotisez pour 2 500 $, vous aurez une subvention de 500 $. Il y a aussi un autre point, vous pouvez cotiser jusqu'à 50 000 $ par bénéficiaire, c'est-à-dire pour votre fille. Troisième point à considérer, c'est que si votre revenu est en bas de 41 ou bien 42 000 $, vous aurez droit à d'autres subventions. Dans l'une, c'est d'un montant de 2 000 $. Donc, c'est quand même pas négligeable. C'est vraiment quelque chose d'intéressant.
Supposons que, excusez-moi, j'ai juste encore une petite phrase pour ce régime-là. Supposons par exemple supposons que vous vouliez retirer cet argent-là, que finalement votre fille ne poursuit pas l'étude, ben vous aurez comme deux choix. Soit, si votre REER le permet, vous pouvez transférer ça dans votre REER. Deuxièmement, vous pouvez sortir les cotisations libres d'impôt parce que vous avez déjà été imposé sur ça. Les revenus seront imposés entre vos mains et puis les subventions, vous devez les rembourser. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Vous nous avez aussi fait part que vous vouliez sortir 30 000 de vos REER dans le but de payer quelques-unes de vos dettes. Pour le moment, vous ne conseillerez pas, étant donné que l'argent que vous sortez de vos REER va être imposé à 100 % et aussi, étant donné que vous avez déjà un salaire, ce montant-là va être imposé à un taux marginal. Par contre, ce qu'on vous recommanderait, ce serait plutôt d'attendre à votre retraite pour sortir ces liquidités-là. Ce que vous pouvez faire présentement, ça serait plutôt utiliser le 75 000 dont on a parlé tout à l'heure de votre père, donc c'est-à-dire le REER de la succession. Donc dans ce cas-là, ce qu'on vous conseille pour optimiser le paiement de vos dettes, c'est évidemment payer celle au taux d'intérêt le plus élevé en premier. Donc commencez par votre carte de crédit qui a un taux d'intérêt à 20 %. Ensuite, la marge de crédit, donc on la rembourserait totalement, étant donné qu'elle a un taux de 7 %. Et puis finalement, on pourrait payer une partie de l'hypothèque sur le chalet, étant donné que le taux est de 5 %. Donc dans ce cas-là, on investirait bien le 30 000 puis vous allez pouvoir rembourser une partie de vos dettes à ce moment-là. Regardons maintenant les deux offres que Serge, l'employé clé de votre père, vous a fait concernant le rachat de l'entreprise Construito. Donc, on sait que présentement, il y a 3 actionnaires au sein de l'entreprise et que vous n'êtes pas intéressé, Jeanne, à racheter la participation, donc vous ne voulez pas participer à l'entreprise. Par contre, vous n'êtes pas pressé de vendre et vous voulez avoir un prix qui est juste selon la juste valeur marchande, puisque votre père a investi beaucoup de temps dans l'entreprise. Donc, premièrement, l'offre qu'on vous a donnée, l'offre numéro 1, c'est de vous verser immédiatement un montant de 550 000. Donc, les avantages à ce moment-là, c'est de recevoir des liquidités immédiatement si vous voulez faire des investissements ou si vous avez des dettes à payer. Donc, vous allez pouvoir diminuer les dettes ou avec des taux d'intérêt élevés. Par contre, l'offre numéro 2, elle est un peu plus complexe. Donc, vous avez des versements qui vont s'échelonner sur plusieurs années. C'est des versements qui vont se faire sur 10 % du chiffre d'affaires pendant 3 ans. Et la 5e année, donc en fait, au début de la 5e année, vous allez recevoir un versement complet de 500 000 $. Comment on a procédé? C'est qu'on sait qu'il y aura une baisse du chiffre d'affaires de 10 % pour l'année en cours, puisque le décès de votre père a engendré quelques problèmes dans l'entreprise. Donc, il y aurait un chiffre d'affaires de 450 000 $ cette année, plutôt que de 500 000 qui est un revenu qui était stable. Donc, ça aurait un paiement de 10 % de 45 000 $. L'année d'après, on sait qu'il y aura une croissance évaluée à 2 % environ du chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires se chiffrerait à 459 000 $ pour un paiement d'environ 46 000 $. Et ensuite, pour finir, vous auriez un paiement la 3e année de 47 000 $. Donc, ces valeurs-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a actualisées. On les a actualisées, ce qui donnait une vanne de 167 000 $. Et le versement de 500 000 $ à la fin de la 5e année, on l'a actualisé aussi. Ce qui va vous donner un total de ce que vous allez recevoir au courant des 5 années de 620 000 $. On a fait l'analyse des deux offres. On vous conseille fortement de prendre l'offre numéro 2. En fait, une des raisons, c'est que vous allez pouvoir faire de la provision pour gain en capital. Donc, vous avez un maximum de 5 ans pour effectuer cela. Ensuite, les paiements, puisqu'ils sont échelonnés, le taux d'imposition marginal est beaucoup moins élevé. Donc, vous n'avez pas besoin de liquidité en ce moment. Vous avez déjà payé une partie de vos dettes. On vous conseille vraiment d'aller avec l'offre numéro 2. Regardons maintenant quelques ajustements fiscaux qu'il y aurait à faire dans la compagnie Construito. Donc, ce qu'on vous recommande d'abord, en fait, vous nous demandez des informations sur les pertes sur placement. Il s'agit en fait de pertes en capital qui vont pouvoir être utilisées à l'encontre de revenus de manière illimitée dans le futur. Donc, vous allez pouvoir utiliser ces pertes-là pour éponger des revenus futurs. Il y a aussi la voiture de Tom. Donc, ce qu'il doit savoir, Tom, c'est qu'il y a un avantage imposable lié à la voiture que vous lui prêtez et qui est loué par la compagnie. Donc, en fait, il y a un avantage imposable qui constitue du droit d'usage et aussi des frais de fonctionnement, tandis que vous, pour l'entreprise, vous pouvez déduire tous les frais d'entretien, les frais d'essence de réparation. Par contre, les frais de location sont plafonnés à 800 $ par mois, donc étant donné que vous payez 1 500 $, il y a seulement 800 $ qui va pouvoir être déduit. Pour ce qui est de l'avion privé, ce qu'on doit faire, en fait, étant donné que vous l'utilisez à la fois pour des fins d'affaires et pour des fins personnelles, vous devez faire une distinction entre ces deux utilisations-là.
Donc, en fait, pour ce qui est des actionnaires de la société. Donc, l'utilisation à faire, évidemment, les dépenses vont être admissibles. Par contre, pour ce qui est des fins personnelles, c'est un avantage à l'actionnaire selon l'article 15.1. Donc, ça va être inclus dans le revenu de l'actionnaire, mais ça ne sera pas déduit dans la société. Et puis, finalement, pour ce qui est du congrès, en fait, il y a un maximum de 2 congrès qui est déductible dans l'année. Il y a quelques critères à respecter. Donc, ça va être dans le secteur de l'activité, puis on va pouvoir déduire certains frais. Donc, en conclusion, on vous a donné donc toutes qu'est-ce qui va se passer avec l'impact de la succession de M. Pelletier, donc les 3 déclarations à produire, la distribution des biens pour vous, Jeanne, et pour vous, Mme Pelletier, et l'acceptation de l'option 2 selon nos recommandations. On reste disponible si vous avez des questions. Merci. J'aimerais revenir sur la participation en Construit tout. En fait, je ne suis pas sûre de comprendre qui va avoir les conséquences fiscales par suite de la vente, ou est-ce qu'il y en a au moment du décès de M. Pelletier, puis qui va réclamer la réserve la provision pour gain en capital, pour étaler les conséquences dans le temps. Je suis très sûre de comprendre qui va avoir les conséquences fiscales liées à En fait, votre père a fait dans son testament, donc il avait mentionné une clause qu'il voulait que Jeanne participe à l'entreprise et qu'elle allait devoir travailler pour un minimum de 5 ans si elle voulait racheter en fait la participation. Si après elle ne voulait pas participer, en fait l'offre d'achat allait être séparée entre vous, madame, et votre fille. Donc on a juste supposé qu'on faisait le rachat immédiatement, donc on liquidait l'entreprise et que Jeanne allait avoir les conséquences fiscales à ce moment-là. Donc, il n'y a rien dans la déclaration d'impôt du décédé, dans la déclaration d'impôt principale concernant le transfert de la participation dans la société de personnes. En fait, c'est un bon point que vous soulevez. Ça aurait dû faire partie de cette déclaration-là. Donc, il s'agit d'un point sur lequel on devrait éventuellement revenir dans les déclarations d'impôt de monsieur. Et de quelle façon, à ce moment-là, vous l'auriez inclus? En fait, il y aura, dans tous les cas, parce que s'il s'agit de l'employé clé ou bien de Jeanne, ça serait fait à la JVM. Donc, il y aura une disposition répétée à la JVM. Donc, c'est ça. Ça va entraîner des charges fiscales. Pardon? Ça va entraîner des charges fiscales. Ça vaut à peu près quel montant va être à payer? Il faudrait que je regarde les notes que vous avez données. Mais oui, il y aura certainement du gain en capital, imposable à 50%, à ajouter dans la déclaration de monsieur. Puis juste pour ça, parce que quand vous avez estimé les impôts, vous avez considéré l'impôt fédéral seulement à 25 %. Oui. Qu'en ajoutant l'impôt provincial, Oui. puis l'impôt sur ce nouveau gain en capital, il va certainement manquer des liquidités. Avez-vous des façons... Oui. En fait, dans les documents que vous nous avez remis, on a pris comme hypothèse qu'on va considérer l'impôt fédéral plus un certain nombre de crédits d'impôt. Puis ça, on va prendre comme hypothèse qu'il s'agit déjà que l'impôt payé au Québec va être intégré dans cette hypothèse-là. Donc, on a procédé de la sorte. Mais si on ne prend pas cette hypothèse-là, il y aura à peu près, si monsieur a des revenus de 200 000 $, ce qui est dans le palier le plus élevé, il y aura un taux marginal d'à peu près 49%, voire 50%. Donc, Avez-vous des solutions à nous proposer pour régler les charges fiscales? C'est-à-dire baisser ce 200 000 $ là? Oui, comment on va faire pour le payer? C'est ça, en fait. Premièrement, il y a ce 100 000 $ d'assurance vie qu'on reçoit libre d'impôt, qui va servir prioritairement à payer cet impôt-là, d'après notre analyse. Deuxièmement, les frais funéraires, il faut s'acquitter de ces montants-là. Et puis, si le 100 000 $ ne suffit pas, là, on va voir si on peut disposer de certains biens, disposition réelle cette fois-ci, non pas répétée, pour pouvoir couvrir les dettes de monsieur. Et à ce moment-là, on peut distribuer les biens à vous, Jeanne, puis Petite question concernant les actions qui donnent droit à la déduction pour gain en capital. J'avais compris au départ que c'était monsieur qui allait réclamer la déduction pour gain en capital, puis ensuite, j'avais cru comprendre que finalement c'était Martine. Donc, est-ce que finalement le gain en capital va être réalisé dans quelle déclaration d'impôt, puis qui va réclamer la déduction pour gain en capital? Ça va être la déclaration de monsieur. Je ne sais pas si vous faites. En fait, Martine va avoir les actions pour en disposer. Non, excusez-moi. Ça va être Martine qui va donc
monsieur va transférer les actions à Martine et c'est elle qui va réaliser en ce moment-là la déduction pour gain en capital. On l'avait inclus, je pense, on l'avait calculé dans la déclaration de monsieur. En fait, il y a juste un transfert de ces actions-là dans les mains. Oui. Donc, on avait fait. Ou vous faites le choix de la JVM ou vous transférez au coût. Je ne suis pas très sûre de. En fait, est-ce que vous pouvez revenir Oui. parce que vous parlez de ce 40 000 $ là en négatif en bas. Oui. Je parle du 40 000 qui a été. En fait, Vous avez fait le choix de la JVM. Exactement. Non. Mais dans un deuxième temps, c'est comme s'il y avait une double imposition parce que vous avez dit dans un deuxième temps que madame aussi se taxait sur le même 40 000. C'est exact ça ou non, il n'y aura pas de double imposition. Dans le fond, on a utilisé la déduction pour gain en capital dans la déclaration finale de monsieur. Okay. Et en fait, c'est juste qu'on avait procédé au fait que c'était madame, donc vous, madame, qui disposiez au nom de monsieur des actions. Okay. La période de questions est